Bonjour à toutes et tous. On commence donc la deuxième séance. À la pause, je vous distribuerai, vous le ferez penser si vous dites de faire, vous allez chercher les exemplaires papier, les dossiers de télé. Donc, on s'était arrêté la semaine dernière, me semble-t-il, sur ça. On était là, je crois. Ah oui, voilà. Vous regardez ces données, c'était données. Ah oui, en fait, c'est pas bon comme ça. Pourquoi il a descendu je n'ai pas du tout l'écran. C'est moche dans l'écran, vous ne savez pas? Comment on fait pour le remonter? Ça s'ennuie, ça. Voilà. On va pas prendre l'écran, c'est mieux d'avoir le fond blanc derrière les tableaux, ça devrait réagir. Donc vous dites ce que vous en pensez. Ça, c'est mieux, non, ça. Ça, c'est assez moche, en fait, ça sert à rien. Donc on en était là, hein. Donc je reprends. Donc on avait des données ici qui étaient, je trouve que c'est très lumineux, en fait. On avait des données qui étaient le PIB en milliards d'euros de la région Île-de-France. On avait la population également de cette région, et on était donc capable, 51,1, c'est-à-dire que pour chaque tête habitant dans la région Île-de-France, il y a une production de 51 000 euros dans cette région. Donc évidemment, ce qu'on veut, c'est regarder l'évolution. On peut regarder bien sûr l'évolution en termes absolus, calculer un état absolu. Donc on va faire la différence, bien sûr, entre le PIB, le PIB par tête. Ah oui. Le PIB par tête en 2011, moins le PIB par tête en 2010, d'accord? Et on obtient, on voit que ce PIB par tête a à peu près augmenté de 200 euros. Pourquoi je mets à peu près augmenté? Parce que vous voyez que ici, je n'ai pas plus de chiffres après la virgule. Donc en fait, je dis 200, mais c'est 0,2 million d'euros, à peu près, d'accord? C'est un arrondi. Pour ça, il va demander à Excel de nous faire un le calcul. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur cette augmentation? Et bien sûr, pour réfléchir à cette augmentation, il faut raisonner en termes d'écart relatif et pas simplement en termes d'écart absolu. Est-ce que 200 euros, c'est beaucoup ou pas? Bah, c'est peut-être pas tellement, sachant que ça se rapporte à une base qui était de 49 900 euros. Donc il y avait une augmentation de 200 euros pour 49 900 euros. Donc c'est bien sûr ce qu'on essaye de faire lorsqu'on cherche à calculer un coefficient multiplicateur, un taux de croissance, on essaye de raisonner sur des variations relatives. Donc typiquement ici, d'accord, typiquement ici, au lieu de raisonner, alors malheureusement, je ne suis pas assez pédagogique, pas assez regardé suffisamment les transparences ce matin, okay. Prenez le PIB en milliards d'euros, vous voyez que ce PIB en milliards d'euros, il a augmenté de 7,4 plus 10,3, donc il a augmenté de 17,7 milliards, d'accord. Ça c'est bien l'augmentation du PIB, non plus par tête, mais du PIB total, il a bien augmenté de 10,7 plus 7,4, 10,7 plus 7,4, ça fait combien ça? C'est 18,1 milliards, d'accord. Donc cette augmentation est-elle importante ou pas? Bah, ce qu'il faut, c'est calculer ce qu'on appellerait un coefficient multiplicateur. Imaginez que vous ayez 1 de PIB en 2017 ou en 2010. Par combien a-t-il été multiplié entre 2010 et 2011? Donc calculer un coefficient multiplicateur, c'est juste regarder le PIB de l'Île-de-France entre 2010 et 2011. Par combien a-t-il été multiplié? Ben, il a été multiplié par quoi? Il a été multiplié par... Il valait 589,3 en 2010, il vaut aujourd'hui 607,4. Donc ceci nous indique par combien le PIB a été multiplié. Il a été multiplié par 1,0307. Donc bien sûr, ce chiffre se compare à 1. S'il n'avait pas augmenté,
le PIB aurait été multiplié par 1, il aurait été inchangé. Donc l'intérêt du calcul du coefficient multiplicateur, c'est que le coefficient multiplicateur s'obtient simplement comme un calcul de fraction. Donc il y a toutes les propriétés d'un calcul de fraction. De par la place de ce coefficient multiplicateur, dire que le PIB a été multiplié par 1,0307, qu'est-ce que ça veut dire en termes de taux de croissance du PIB? De combien a-t-il augmenté en termes de taux de croissance, de taux de variation? Allez-y. Comment? Alors justement, vous avez à la fois tort et raison. Ici, vous voyez que le pourcentage, quand ça va de 1 à 1,03, ça a augmenté de 3%. De 3%. D'accord? Il faut bien comprendre ici que pour avoir le taux de variation en pourcentage, il faut faire 1 moins cette grandeur, ou cette grandeur moins 1, et la multiplier par 100 pour se ramener à des pourcentages. Donc, quand le coefficient multiplicateur est de 1,0307, ça veut dire que le PIB a augmenté de 3,07%. C'est la notion qu'on va voir maintenant. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça le coefficient multiplicateur. On peut le noter de cette manière-là. Hein. Vous voyez que le coefficient multiplicateur, ça revient simplement à comparer l'année 2011 à l'année 2010. Une manière de faire la notation, c'est de noter M comme multiplicateur, 11 parce que c'est l'année que l'on met au numérateur, 10 parce que c'est l'année qu'on met au dénominateur. Donc, ça veut dire qu'entre 11 et 10, plutôt entre 10 et 11, le PIB a été multiplié par 1,307. À combien ça correspond en termes de taux de croissance? Le taux de croissance, on va le noter V comme taux de variation, d'accord? C'est le taux de variation. À combien ça correspond? Ça correspond à une augmentation de 3,07%. Pourquoi? Parce que vous voyez que tout se passe comme si le PIB en 2010 valait 1, il va valoir 1,0307, d'accord? C'est bien ça le coefficient multiplicateur. Donc, raisonner en pourcentage, c'est expliquer que si le PIB valait 100, et non pas 1, ben, le PIB, l'année suivante, vaut 100 fois plus, c'est-à-dire 103,07. Et ceci, c'est juste expliquer que le PIB a augmenté de 3,07%, puisque le signe de pourcent veut dire précisément, on se réfère à la base qui est 100. D'accord? Donc, on a un rapport de proportionnalité passé de 589,3 à 607,4. On est d'accord? C'est comme passer de 1 à 1,0307, coefficient multiplicateur, et passer de 100 à 103,07. Donc l'idée, c'est juste de pouvoir gommer l'effet de taille, c'est pour ça qu'on fait des pourcentages, on gomme l'effet de taille, on ne connaît pas le niveau, mais on sait de combien ça a augmenté relativement au niveau initial. Donc bien sûr, ce niveau initial apparaît au dénominateur. D'accord? Donc voilà ce qu'on va voir là, on va voir sur d'autres exemples. Ok? Et donc c'est bien sûr l'idée d'une proportionnalité, d'une règle de 3. Quand ça passe de 589,3 à 607,4, c'est comme si ça passait de 1 à 1,0307 ou de 100 à 103,07, c'est-à-dire une augmentation de 3,07%. Ok? Vous avez compris pourquoi c'est pas 0,3%? Si ça avait été 0,3%, il aurait fallu que ce soit 1,003. D'accord? C'est beaucoup plus faible. C'est une augmentation 10 fois plus faible. Ok? Il faut faire attention, bien compter le nombre de zéros. Ça donne 0,3%. Et si j'avais eu 130, si j'avais eu 1,30, d'accord? Ça, c'est une augmentation de 30%. Ok? Il faut bien compter le nombre de zéros qu'il y a après le 1. Donc passer de 1 à 1,3, ça fait bien une augmentation de 30%. Donc passer de 1 à 1,03, ça fait bien une augmentation de 3%. Donc attention au nombre de zéros et ne vous trompez pas dans ce petit calcul. Ok, donc c'est ce que je fais là, hein. Exprimé en pourcentage, c'est exactement ce que je fais là, je réécris le calcul, je peux toujours dire, je peux soit effectivement ce calcul-là pour calculer un taux de variation, soit je peux faire comme je viens de le faire, je fais 589,3 divisé par 607, c'est l'inverse,
Excusez-moi, il y a des moments où... Là, c'est l'avantage de mon tableau, c'est que je peux faire une erreur et on peut la faire disparaître tout de suite. 607,4 divisé par 589,3, c'est le coefficient multiplicateur. Vous lui enlevez 1, ça vous donne ce qu'on cherche à calculer, c'est-à-dire le taux de variation. Ou bien, vous pouvez le faire de la même manière, c'est complètement identique. Vous pouvez prendre 589,3 au dénominateur et prendre ici en haut la différence entre 607,4 et 589,3. Évidemment, les deux vous donnent 0,0307. Okay, et si vous multipliez ce 0,0307 par 100, vous obtenez une mesure en pourcentage. Une mesure en pourcentage. Soit vous laissez comme ça 0,0307, et tout le monde comprend que c'est 3,07%. D'accord? Donc, ceci revient à dire que le taux de variation, encore une fois que je note V comme variation entre 2010 et 2011, d'accord, est de 0,0307, et si je l'exprime en pourcent, je vais dire 3,07%. Alors, on va voir que sur Excel, en ce moment, je pense que je vais faire un peu de Excel. Donc, on va voir que sur Excel, on peut choisir de le dire en pourcent ou de ne pas le dire en pourcent. Autant le dire en pourcent, c'est comme ça qu'on le dit. Je dis ça à la radio, le PIB va augmenter de 0,02. Ils disent le PIB va augmenter de 2%. Ça va plus vite. Les gens comprennent mieux. Vous pensez qu'ils comprennent mieux. Donc bien sûr, la relation de base que vous avez entre M et V, c'est que M, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus V. C'est juste une manière différente d'exprimer la même chose. Donc, j'ai vu coefficient multiplicateur, taux de variation. Je ne sais pas très bien ce que je vais voir après. Ah oui. Je donne quelques définitions formelles, puisque en général, les étudiants aiment bien avoir des formules. Je ne sais pas s'il faut des formules pour expliquer tout ça. Donc, vous avez deux grandeurs. Vous avez une grandeur x qui vaut x0 et qui passe à x1, le PIB 2010 qui passe au PIB 2011. Le coefficient multiplicateur, c'est x1 sur x0, d'accord? Et je le donne de cette manière-là. Je compare la date à la date 1 par rapport à la date 0. C'est pour ça que je vais bien mettre slash comme ça, parce que tout de suite, je comprends quel est le numérateur, quel est le dénominateur. À quoi je compare? Le taux de variation, lui, il est obtenu de cette manière-là. Vous prenez la variation absolue, x1 moins x0, et vous la rapportez à la variation initiale, la valeur initiale, et vous trouvez un taux de variation. Et bien sûr, ceci s'exprime en pourcentage. Le fait de multiplier par 100, d'accord, ça revient en fait à écrire le chiffre en pourcentage. Donc je peux multiplier par 100, je peux dire, voilà, c'est ça, c'est le pourcentage. Ok? Donc voilà pour ces notions. J'ai trois remarques. Ces nombres sont sans dimension, dans le sens où ils ne sont pas exprimés dans des unités, ce n'est pas des euros, c'est juste des nombres relatifs sans dimension. Le taux de variation, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux de variation. D'accord? Ça, j'ai déjà dit. Ok? On est d'accord avec ça? Et puis après, bien sûr, il y a cette question. Tout ça, c'est juste pour dire M, c'est égal à 1 plus V. Donc si M est égal à 1 plus V, V c'est égal à M moins 1. Ok? Et attention, quand on écrit ça, parce qu'on prend assez facilement, faites bien attention de bien la donner en pourcentage. Pas dire c'est 0,03 alors que c'est 3%. Ok? Donc, toujours se ramener en pourcentage. Pour se ramener en pourcentage, il faut multiplier par 100 et l'écrire en pourcent. Je trouve que Excel le fait automatiquement. Bon, ensuite, bien sûr, une variable, elle s'accroît si elle a un taux de variation positif, bien sûr. Donc, lorsque le taux de variation est positif, elle s'accroît. Et dans ce cas-là, le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, et puis elle peut décroître. Dans ce cas-là, le coefficient multiplicateur est inférieur à 1, et le taux de variation est négatif. D'accord? Quand vous faites les calculs,
il est toujours plus prudent dans les calculs de passer par le coefficient multiplicateur, cette espèce de règle de proportionnalité, pour ensuite exprimer le résultat comme un taux de variation. Ce que je veux dire, c'est que, en gros, quand vous faites des calculs un peu profonds, un peu compliqués, vous avez toujours intérêt à raisonner sur les coefficients multiplicateurs, et quand vous présentez le résultat, il faut que vous présentez le résultat sous forme d'un taux de variation. C'est comme ça qu'ils font aussi à la radio ou je ne sais où. Ils disent ça, ça va augmenter le coefficient multiplicateur est de 1,02, ils vous disent le taux de croissance est de 2%. Pour arriver à ce chiffre, bien souvent, on fait des calculs à partir du coefficient multiplicateur, simplement parce que le coefficient multiplicateur, c'est vraiment le truc le plus simple, c'est la fraction. D'accord? Et la fraction a plein de propriétés intéressantes. Donc c'est pour ça que plus simple et toujours plus prudent de passer par le multiplicateur pour calculer le taux de variation, c'est exprimer le résultat en taux de variation. Bien sûr, c'est exprimer uniquement la même chose. Ok. Alors comment vous faites? On va faire un petit peu d'Excel. Comment vous pouvez faire par rapport à mes données Excel? Elles sont aussi données Excel. Se connecter au réseau, pas besoin. Elles sont là, tableau, voilà. Ok. Donc, juste pour faire un peu de Excel, ça c'est des données telles qu'on les a vues. Vous voyez, si vous vous rappelez mon histoire de formule, que 49,3, regardez là en haut, c'est bien cette cellule, ici, qui est la cellule B37, c'est bien B35 divisé par B36. Donc on l'a bien obtenu en rapportant le PIB et en le divisant par la population. Ok? C'est logique. Donc cette variable-là, elle a été calculée en fait avec ces deux lignes-là. Maintenant, on peut nous demander plusieurs choses. Imaginons qu'on nous demande ça. On nous demande le coefficient multiplicateur du PIB, de la population et du PIB par habitant par rapport à l'année précédente. Donc, ce qu'on veut mettre comme information dans ce tableau, c'est qu'on veut exprimer de combien le PIB en valeur. En valeur, ça veut dire on tient compte de l'inflation. L'inflation est inclue dedans. D'accord? De combien le PIB a été multiplié entre 2008 et 2009, entre 2009 et 2010, entre 2010 et 2011. On va le calculer par rapport à l'année précédente. C'est pour ça que je mets année précédente. Donc, évidemment, ce calcul, il n'a pas le sens la première année, parce que la première année, on ne connaît pas le PIB en 2007. Donc, dans cette colonne-là, on ne peut pas faire le calcul. On est d'accord? Ok? On me demande un quotient multiplicateur. C'est quoi un quotient multiplicateur? Je peux rentrer une formule, donc c'est égal, et je vais comparer quoi? Je vais comparer ici, il faut que je bouge mon truc, là, je dois comparer cette valeur-là à celle-là. Donc combien ça a été multiplié? Donc, pour calculer ce quotient multiplicateur, il suffit simplement que je divise cette valeur, c'est M1 sachant 0. Je divise ceci par la case qui est à côté. D'accord? Et j'obtiens le quotient multiplicateur. Je vais le calculer. C'est 0,97. Vous voyez, ça a baissé. Parce qu'entre 2007 et 2008, il y a eu la crise de 2007-2008, et ça a baissé. Donc là, on avait 1, on n'a plus que 0,97%. 0,97. Donc ça a baissé de 3% à peu près. Évidemment, je peux m'amuser, bien sûr, toujours sur Excel, je peux m'amuser à avoir plus de chiffres après la virgule. D'accord? Donc c'est 0,97, en fait c'est 0,96,99. Pour ce faire, j'ai joué là-haut avec la précision. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais le faire pour toutes les années. Et là, je le fais sous une forme de formule. Vous vous rappelez, l'intérêt d'un tableur, c'est de faire des recopies de formules. Ok? Donc, évidemment, cette formule, si je veux calculer pour l'année suivante, il va falloir que je fasse la même chose en divisant ceci par cela. D'accord? Ici. Mais vous voyez que si je recopie cette cellule, si je fais un CTRL-C, je copie cette cellule et je la colle. D'accord? J'ai fait un copier-coller. J'ai expliqué que quand on copie une cellule, ça décale automatiquement les lignes et les colonnes, dès lors qu'il n'y a pas de dollar qui apparaît dans la formule. Donc ici, dans la formule telle que je l'ai mis, il n'y a pas de dollar. C35,
sur B35. Quand je recopie cette cellule dans la colonne D, le C va se transformer en D, et le B va se transformer en C. Et c'est exactement ce que je veux calculer, d'accord? Et donc, vous voyez que cette formule, je vais la recopier ici, c'est D35 sur C35, et c'est exactement ce que je veux calculer. Ça sur ça. Ok? Et ça va augmenter de 1,0540. C'est pas augmenté, ça vaut 1,0540. Donc le PIB a réaugmenté suite à la baisse. Le principe de calcul que je viens de faire, je peux l'appliquer à tout ce tableau en fait. Pour toutes ces valeurs, je suis capable de calculer le même coefficient multiplicateur. Il suffit juste que pour chaque cellule, je fasse le rapport entre la cellule qui est au-dessus et la cellule qui est sur la droite. Donc quand je vais le faire ici en dessous, je vais faire ça sur ça. C'est quoi? C'est mon coefficient multiplicateur démographique. De combien la population a-t-elle augmenté? Elle a augmenté. De combien a-t-elle augmenté? Donc, quand je recopie cette cellule ici, vous voyez que je peux la recopier partout, et j'obtiens tous les coefficients multiplicateurs années précédentes. D'accord? Je n'ai pas eu besoin de mettre de dollars, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais que tout soit décalé tout le temps. Donc je peux le faire. Si je fais CTRL C, d'accord? Ça veut dire copier, et j'indique toute la zone sur laquelle je veux le coller. Ok? Et là, je vais coller. D'accord? Et en une seule fois, il a été capable de calculer tous les coefficients multiplicateurs. Ok? Plus dur. Plus dur, c'est rien. Un peu différent. Évidemment, la multiplication telle qu'on vient de la faire, on a pu l'appliquer ici sur une année, d'une année à l'autre, sur un intervalle de 1 an. Mais ce qu'on peut vouloir faire, c'est de regarder comment ces multiplications se cumulent les unes après les autres. Donc, ça, c'est calculer un coefficient multiplicateur du PIB, de la population du PIB par habitant, non pas par rapport à l'année précédente, mais par rapport à une même année, qui est la première année, l'année 2008. Je veux savoir de combien ça a été multiplié entre 2008 et 2009, entre 2008 et 2010, entre 2008 et 2011. Faire ça, c'est simplement cumuler les coefficients multiplicateurs. C'est regarder la variation non pas seulement sur un an, mais sur un certain nombre d'années, sur plusieurs années. Ok? Donc, c'est un autre calcul de coefficient multiplicateur. C'est cumuler des coefficients multiplicateurs. Qu'est-ce que je fais pour faire ce calcul? Je l'enlève. Ok? Qu'est-ce que je veux faire? Ce que je veux, c'est évidemment, ici, je n'avais rien mis, parce que je ne savais pas de combien ça augmentait entre 2007 et 2010. Là, ce que je vais faire, c'est que tout se passe comme si, en fait, ce qui se passe l'année 2008, c'est la référence. Ça vaut 1. Et puis après, l'année suivante, je regarde de combien ça a augmenté. Et puis au bout de 2 ans, de combien ça a augmenté. Donc, ce que je veux faire, c'est regarder dans cette case. Ce que je veux mettre, c'est quoi? Je veux comparer le PIB l'année ici 2008 à ce qui se passe la même année 2008. Là, vous dites, il est fou, il veut comparer B35 à B35. B35 sur B35, ça vaut 1, bien sûr. Et moi, ce que je souhaite faire dans mon tableau, ce que je veux, c'est que ensuite, je puisse tout le temps faire ce calcul en prenant l'année 2008 comme une référence. Donc, je veux que dans mon calcul, au dénominateur, la colonne B ne change jamais. Et je mets un dollar, et je le mets où le dollar? Je le mets au dénominateur, parce que c'est bien la référence que je vais prendre. Je veux le comparer par rapport à l'année 2008, et je le mets avant le B, parce que ce que je veux, c'est que la colonne B ne bouge pas. Donc le dollar, je le mets là. Si je remonte cette formule, bien sûr, j'ai trouvé 1. Entre 2008 et 2008, le PIB n'a pas changé. Mais si je recopie cette formule, et si je la recopie là, par exemple ici,
D'accord? Qu'est-ce que ça va me calculer? 1,0538. Ça va calculer ça. C'est quoi? C'est ce qui se passe en 2011, d'accord, divisé par la valeur en 2008. Donc, vous voyez, on voit, c'est E35 divisé par B35. Pourquoi? Parce que grâce à mon dollar, en recopiant la cellule, elle n'a pas bougé. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais prendre 2008 comme référence et calculer ensuite. D'accord? Donc c'est exactement ce que j'ai fait là. Donc, cette formule qui m'a l'air d'être un peu stupide au départ, B35 divisé par B35, dollars. Ben, quand je la recopie, je vais la recopier, au dénominateur, ça va rester figé sur la colonne B qui est là-haut. Vous vous rappelez, la colonne B, elle est là-haut, on ne la voit plus ici. Hein. Elle est là, d'accord? C'est la donnée que j'ai. Ah oui, que j'ai là-haut. Je suis perdu. Mais c'est là, d'accord? Donc B35 divisé par B35, c'est ça, divisé par ça. Et ben, quand je copie, d'accord, cette formule, je peux la copier. Je peux la copier dans tout le tableau. OK? Et j'obtiens tous les coefficients multiplicateurs, et pris par rapport à l'année 2008. C'est le coefficient multiplicateur du PIB et du PIB par habitant en prenant comme référence l'année 2008. D'accord? C'est M, je vais l'écrire ici au tableau. C'est M par rapport à 2008. Donc chaque année. Donc c'est bien 2008 qui constitue la référence. OK? Évidemment, ceci nous indique le cumul des coefficients multiplicateurs, la manière dont ça a été multiplié. Si vous comparez les deux tableaux, bien sûr, cette colonne-là, elle est identique à celle-là. Puisque entre 2008 et 2009, bah, c'est comme si on calculait 2009 année précédente. Donc c'est tout à fait normal que cette colonne-là soit là. Après, par contre, vous voyez qu'il va y avoir un cumul des coefficients multiplicateurs. Si maintenant, vous voulez faire la même chose, mais sur les taux de variation, les taux de variation, taux de croissance, vous avez deux manières de le faire. Vous pouvez calculer ce qu'on appelle un taux de variation annuel. Donc combien ça a augmenté par rapport à l'année précédente? C'est un taux de variation annuel par rapport à l'année précédente. Donc, taux de variation annuelle, ça s'exprime en pourcent. On est d'accord? C'est quoi la formule? La formule, elle est bête. C'est 1, c'est le coefficient multiplicateur année précédente. D'accord? Donc celui-là, moins 1. D'accord? Donc si je veux le calculer, je prends le coefficient multiplicateur année précédente et je lui enlève 1. OK? Cette formule, est-ce que je peux la recopier dans tout le tableau? Oui. Vous voyez, je n'ai pas mis de dollars dans la formule, j'ai fait C43 moins 1. Je n'ai pas mis de dollars parce que quand je vais recopier cette formule, d'accord, bah, le C43 il va devenir C44, D43, E43. Et c'est exactement ce que je veux faire. Donc évidemment, cette formule, je n'ai pas besoin de mettre de dollars. Donc je le fais. OK? Donc si je le fais pour tous, je fais CTRL-C, CTRL-V, et j'ai tous les résultats. À la fois, année précédente. Je ne l'ai pas mis ici, parce que je ne connais pas 2007. Autre petit truc. Vous voyez que dans ce tableau, il n'y a pas indiqué pourcent. Ici, automatiquement, il y a indiqué pourcent. Pourquoi? Parce que si vous regardez ma souris, là, vous voyez là, si vous regardez ma souris, j'ai indiqué ici que le style des nombres était des pourcentages. Marqué pourcentage, vous voyez? Du coup, il n'y a pas eu besoin de multiplier par 100. Il a tout de suite exprimé le truc comme un pourcentage, en faisant moins 1. OK? Et vous voyez que c'est vrai parce qu'il le met pourcent à chaque fois. À la limite, j'aurais pas dû mettre en pourcent puisque c'est indiqué sur le tableau. OK? Et ça, je l'ai fait en utilisant, vous voyez, ce qui est là-haut, tout petit, vous voyez ça, c'est le temps de l'amphi.
le symbole pourcentage comme format du nombre. C'est pas ce que j'avais fait précédemment. D'accord? C'est pour ça que c'est fait automatiquement. Même chose pour là. Bah non, c'est tout. Ça, c'est pas une variation annuelle. Donc, voilà comment j'ai calculé ça et comment je me suis amusé à faire du cumul. Alors, on va revenir à ce qu'on faisait, et on va reprendre le fil des transparents, arrêter Excel. Un avantage du coefficient multiplicateur, c'est ce que j'ai développé ici, c'est que si vous prenez une variable qui va de x0, x1, xt, ce qu'elle a daté, exactement comme je l'ai fait ici pour mes PIB de 2009 à 2011, et bien le coefficient multiplicateur de t par rapport à 0, c'est par application de la formule xt divisé par x0. C'est bien ce que j'ai fait quand j'ai pris l'année de base 2008. Mais bien sûr, xt divisé par x0, c'est aussi xt divisé par xt-1, multiplié par xt-1 divisé par xt-2, multiplié par x1 divisé par x0. Et donc, vous voyez qu'en multipliant des coefficients multiplicateurs annuels, j'obtiens un cumul de coefficients multiplicateurs. Bon. C'est juste une propriété qui est liée, d'accord, propriété des fractions, hein, bien sûr, puisque le xt-1 qui est là, il s'en va avec le xt-1 qui est là, le xt-2, etc. Tout s'en va, et ce qui reste à la fin, c'est xt sur x0. Donc c'est égal à mt par rapport à t-1 jusqu'à m1 par rapport à 0. Donc, peut-être que finalement, c'est plus simple d'écrire que m2 par rapport à 0, c'est x2 sur x0. C'est pas la peine de prendre t égale 18 000, d'accord? x2 sur x0, bah, c'est ce qui se passe entre l'année x2, entre l'année 1 et l'année 2, multiplié par ce qui se passe entre l'année 1 et l'année 0. Et d'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le cumul des coefficients multiplicateurs. Le cumul des coefficients multiplicateurs. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Alors, dans le Excel, ok, ça c'est l'intérêt des coefficients multiplicateurs, c'est que multiplication, on peut les empiler. 2 fois 4 fois 2, ça fait 2 fois 8. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi, la commutativité de la multiplication. Je ne sais pas exactement comment on peut. C'est une propriété élémentaire, et donc vous avez cette propriété de cumul. Ça veut dire quoi par rapport à mon fichier Excel? Ça veut dire que si vous regardez mon fichier Excel tel qu'il était, d'accord, et que vous aviez ces deux tableaux, ok? Vous voyez tout à l'heure, j'ai calculé le coefficient multiplicateur du PIB, de la population et du PIB par habitant année 2008. Je l'ai fait en faisant juste le rapport, en faisant comme x2 sur x0. Ok? De manière alternative, je peux le faire d'une autre manière. Ce que je peux faire, c'est que je peux toujours dire que le coefficient qui est ici, le coefficient qui est là, cette colonne-là, la 2008 par rapport à 2009, c'est 2009. Donc, si je copie et que je colle ça, d'accord? Ah non, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Ah oui, parce que oui, bien sûr, c'était déjà une formule. Donc ça, il n'aime pas trop, il faut que je fasse ça, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que ceci, cette colonne-là, ça, c'est égal à ça. D'accord? Ça, c'est égal à ça. Et ceci, c'est aussi égal à ça. Maintenant, à quoi est égale cette colonne-là? Cette colonne-là, je peux la calculer comme étant la multiplication de ça. Vous voyez, ça, c'est ce que je cherche à calculer. C'est exactement M de... Ah non, c'était pas... D'ailleurs, c'était un parapluie. M,
coefficient multiplicateur entre 2 et 0, c'est le coefficient multiplicateur entre 1 et 0, multiplié par le coefficient multiplicateur entre 2 et 1. D'accord? Donc je vais de 2 à 0, de 0 à 2, et d'abord de 0 à 1, puis de 1 à 2. Ce que je veux dire, c'est que le coefficient multiplicateur qui est là, qu'on veut calculer ici, c'est aussi le coefficient multiplicateur entre 1 et 0, c'est-à-dire C50, multiplié par ce coefficient multiplicateur-là. Puisque ce que je dis, c'est que quand vous cherchez le coefficient multiplicateur entre 2008 et 2010, il suffit de prendre le coefficient multiplicateur entre 2008 et 2009, qui est là, et de multiplier par le coefficient multiplicateur entre 2009 et 2010, qui est là. D'accord? Et donc, si je fais ce calcul, j'obtiens le coefficient multiplicateur. Vous voyez que ce qui est rusé dans cette formule, c'est que je multiplie la case qui est là par la case qui est là. Si je recopie cette formule et que je la recopie là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la case qui est là par la case qui est là. C'est exactement ce que je veux faire. Donc, la formule que j'ai mis là, c'est une autre manière de le calculer. Je peux aussi la recopier. Si je la recopie, d'accord, ici, qu'est-ce qu'elle va me donner? Celui-là, c'est quoi? Cette formule-là, c'est indiqué là-haut, c'est D50, c'est-à-dire ceci, multiplié par E43, c'est-à-dire ça. Et donc, je vais aussi calculer le coefficient multiplicateur. Et vous voyez que le raisonnement que je viens de faire ici, pour cette ligne, elle est vraie pour le ligne aussi ici, en dessous. C'est quoi cette case-là? Cette case-là, c'est ça, multiplié par ça. Cette case-là, c'est ça, multiplié par ça. Donc, je peux totalement recopier la formule aussi sans utiliser $. C'est juste de la gymnastique intellectuelle. C'est ce que je fais. Et bien sûr, je dois obtenir les mêmes résultats que précédemment. Sauf que là, ce que je fais, c'est que simplement, j'ai dit à un moment que M3,0, c'est aussi M1,0 multiplié par M3,1. On peut toujours décomposer, d'accord, par des multiplications. Et donc vous pouvez vous amuser à calculer comme ça et à cumuler des multiplicateurs parce que vous faites des multiplications, tout simplement. Ok. Donc, pour cumuler, je peux cumuler de cette manière-là, en ayant toute cette logique, tout le temps cette logique. Ok. Donc, une autre manière de le présenter, ça serait dire la chose suivante. Si vous prenez la droite du temps, vous avez plusieurs dates. Vous avez la date 0, la date 1, la date 2, la date 3, etc. Jusqu'à la date petit t, d'accord? Pour calculer le coefficient multiplicateur total, il vous suffit juste de faire des sauts de puce qui peuvent être plus ou moins grands. On peut très bien au moment d'essayer de faire un saut de puce plus grand, d'accord? Mais à chaque fois, vous avez que le multiplicateur de t par rapport à 0, c'est bien le multiplicateur entre 0 et 1, multiplié par le multiplicateur entre 2 et 1, multiplié par le multiplicateur entre 4 et 2, multiplié par le multiplicateur entre t et 4. D'accord? À dessein, j'ai fait exprès de faire comme si c'était pas toujours des intervalles de 1 an. Je peux toujours écrire ce genre de choses. D'accord? L'important, c'est de ne jamais laisser de trou dans la formule. Pas oublier de bien compléter toutes les possibilités pour aller d'un point à un autre, de ne pas le compter deux fois, ou de pas... c'est exactement ce que j'ai fait là. Hein. Le multiplicateur de t à 0, de 0 à t, le déplacement de 0 à t, c'est d'abord aller de 0 à 1, de 1 à 2, de 3, de 2 à 4, sans passer par la classe 3 forcément, enfin bon, c'est compté dedans, et puis de 4 à t. Vous avez cette formule qui est bien sûr très importante, et c'est pour ça qu'on utilise les multiplicateurs. Le problème, bien sûr, c'est que, précisément, la différence entre un multiplicateur et un taux de variation, c'est qu'un taux de variation, c'est
égale à un multiplicateur. Et là, je me suis trompé de côté parce que je ne suis pas allé dans le bon sens. Donc on efface. Même tout effacer en une seule fois, c'est encore plus rapide. D'accord? Le taux de variation entre t et 0, cumulé, bien sûr, c'est le multiplicateur entre t et 0, moins 1. Ou encore, ça va toujours bien évident, le taux de variation entre t et 0, c'est 1 plus le multiplicateur, c'est 1 plus le taux de variation entre t et 0. Donc, vous avez compris que le coefficient multiplicateur se cumule par multiplication. Donc, bien sûr, vous savez que si je prends t égale 0, bah, m de 0, c'est m de 1 multiplié par m1 0, bien sûr. Et donc, si ceci est vrai, vous voyez que je peux appliquer cette formule, ce lien qu'il y a entre taux de variation et ce multiplicateur, pour en déduire que bah, m de 0, c'est quoi? C'est 1 plus v2 par rapport à 0, c'est égal à 1 plus v2 par rapport à 1, multiplié par 1 plus v1, 0. Donc, v de 0, c'est égal à 1 plus v de 1, multiplié par 1 plus v1, 0, moins 1. OK? Donc, si vous avez une grandeur qui augmente de 10% puis de 20%, imaginez par exemple que ce soit ça ici, hein, j'ai une grandeur qui augmente d'abord de 10%. Ça fait 1,1, et je multiplie ensuite 1,1 par 1,2. Ça fait combien ça? 1,1 fois 1,2. 1,1 c'est plus 10%. OK? Et puis 1,2 c'est plus 20%. Ça vaut combien ça? Ça vaut 1,22. D'accord? Je ne suis pas trompé dans le calcul. Donc, des fois je suis un peu mou. Hein. 1,22 ou 1,24? Non, 1,22. D'accord? C'est ça. Donc, quand vous avez une grandeur qui augmente de 10% puis de 20%, au total, elle a augmenté de 22%. On est d'accord? Puisque 1,1 multiplié par 1,2, ça fait 1,22. Donc ça vient augmenter de 22%. 22%, c'est aussi égal à, vous voyez, c'est un peu pénible, c'est aussi égal à 1 plus, non, ce n'est pas 22%, pourquoi vous me dites ça, c'est grave. Ça fait 32%, c'est moyen. Ok, vous devriez être prof. Et la différence entre un prof et un étudiant, c'est quoi? C'est que quand le prof il parle, il a 400 yeux qui le regardent. Et donc, du coup, des fois, il a du mal à parler, en même temps, on ne va jamais se tromper. Et donc, du coup, je fais toujours des petites erreurs. L'erreur est humaine, c'est pour ça que je l'estime, l'erreur. D'accord? Donc, on est d'accord que ça fait 1,32. En général, quand on commence à faire une erreur, comment on en fait plein? C'est ça qui est terrible, c'est que les erreurs volent en escadrille. En fait. D'accord? C'est bien ça, hein? D'habitude, j'amène ma calculatrice pour être plus sûr. Ça fait bien 1,32. Donc, 32%, ok? C'est ça qui est bien avec mon tableau, c'est qu'on répare vite les erreurs. 32%, c'est 1 plus 20%, multiplié par 1 plus 10%, c'est-à-dire c'est 1,1 multiplié par 1,2, moins 1. D'accord? C'est pas un hasard si je me suis trompé. C'est compliqué, c'est très facile de comprendre le principe qui nous fait cumuler des coefficients multiplicateurs, et dès qu'on raisonne sur les taux de croissance, bah, le raisonnement, il faut enlever 1, il faut multiplier, puis après enlever 1, c'est un peu plus dur à faire comme calcul. D'accord? Donc cela dit, je m'étais trompé avant. Donc, ok, si vous voulez cumuler des coefficients multiplicateurs, c'est cette formule-là qu'il faut appliquer, les taux de variation, cette formule-là qu'il faut appliquer.
Ok, il faut en fait passer par le coefficient multiplicateur associé à la variation. Et puis ensuite, revenir en termes de taux de variation. On est ok? Donc c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc typiquement, sur mon fichier Excel, c'est mon fichier Excel, je vais juste utiliser ça sur mon fichier Excel. Ah oui, non, je ne sais pas. Donc non, je n'ai rien à dire sur mon fichier Excel. Ok? Ça, c'est les cumuls de taux de variation. On va y revenir. En DE, on va faire à une application. Toujours de l'application. Moi-même, je suis assez surpris des fois avoir en cours. Comment déterminer les taux de variation sur plusieurs années, par exemple de 2009 à 2011? Ben, imaginez qu'on nous a donné un tableau dans lequel on nous a donné les taux de variation annuels. D'accord? Donc là, on n'y voit pas grand-chose, ce sont les taux de variation annuels. Bon, ce qui n'est pas sympa dans ce tableau, c'est qu'on a qu'un seul chiffre après la virgule. Peut-être que quand on va les utiliser, comme on a des arrondis, le problème des arrondis, c'est que quand on fait des arrondis, quand on cumule des erreurs d'arrondis, ça peut finir par faire des grosses erreurs. En général, c'est pas très bon de faire des calculs sur les arrondis, il vaut mieux faire des calculs entiers et après prendre l'arrondi. D'accord? C'est ce que fait Excel d'ailleurs. Donc ici, on va peut-être pas tout refaire sur Excel. Comment déterminer le taux de variation sur plusieurs années, par exemple de 2009 à 2011? Ce qu'on nous demande, c'est de calculer V 2011 par rapport à 2009. On est d'accord que, évidemment, ce qu'on doit faire pour faire ce calcul, on doit raisonner d'abord, on va commencer d'abord par reconstituer en quelque sorte, reconstituer les multiplicateurs. C'est ce que je fais ici. Les taux de variation annuels ne s'additionnent pas. Il faut multiplier les multiplicateurs. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Une hausse de 10% suivie d'une hausse de combien? De 20%, ça nous donne une hausse de 32%. D'accord? Ok? On avait trouvé 1,32. Ça ne donne pas une hausse de 10% plus 20%, 30%. Pourquoi? Parce que 1,1 multiplié par 1,2, c'est égal à 1,32. Et ce n'est pas égal à 1,30. Ok? Donc ici, de 11 à 9, qu'est-ce qui se passe de 11 à 9? De 11 à 9, on a d'abord ce qui se passe de 9 à 10, puis de 10 à 11. Que se passe-t-il? Pardon, c'est 11 par rapport à 9. D'accord? Alors attention, justement, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. On nous demande de calculer de 11 par rapport à 9. Donc on est en 9, et ici, on a deux variations annuelles. Ok? Mais qu'est-ce qui est indiqué dans cette colonne? C'est le taux de variation annuel. Mais ça, c'est le taux de variation annuel de 0,9 par rapport à 0,8. Donc attention, quand on nous pose la question quel est le taux de variation entre 2009 et 2011, comment va-t-on utiliser les informations qui sont sur le tableau? Cette colonne-là, on ne va pas l'utiliser. Cette colonne-là, elle nous a dit ce qui s'est passé entre 2008 et 2009. Et nous, on veut savoir ce qui s'est passé entre 2009 et 2010, puis entre 2010 et 2011. Donc, ce qu'on doit utiliser comme information, c'est ces éléments-là. Alors, vous ne les voyez pas très bien ici, mais entre 2010 et 2009 et 2010, le PIB a augmenté de 5,4%. Donc, M10 par rapport à 0,9, ça vaut 1,054. 5,4%. 1,054. C'est le multiplicateur entre 2009 et 2010. Et puis ensuite, entre 2011 et 2010, ça a augmenté de 3,1%. C'est ce qui est indiqué là. Donc c'est 1,031. Sauf que là, évidemment, ce que j'ai calculé, c'est pas le PIB par habitant, c'est le PIB tout court. D'accord? Je mets ici sur mon papier PIB par habitant. Or, j'ai utilisé le taux de croissance du PIB en valeur. J'aurais dû utiliser ça.
Ok? C'est pas grave, on est flexible, on enlève le PIB par habitant, mais donc le résultat a peu de chance d'être 1,075. C'est combien le résultat? 1,054 multiplié par 1,031. Sortez vos smartphones, faites-le de tête, c'est compliqué. Ça fait combien? 1,054 multiplié par 1,081. 1,08 combien? 86. D'accord? Donc ça fait combien? Ça fait 1,086. Donc ça fait une hausse de 8,6%. D'accord? Donc ce que je viens de faire, toujours utiliser l'information telle qu'on nous la donne, vous auriez pu, par maladresse, ne pas comprendre ce que voulait dire un taux de variation entre 2009 et 2011 et considérer le taux de variation entre 2008 et 2009, alors qu'il est avant le phénomène qu'on doit analyser. C'était une erreur à faire, quoi. Un piège. Oui? Ah ben, si vous voulez, la question c'est, même question, comment calcule-t-on le PIB entre l'évolution du PIB entre 2010 et 2008? D'accord? Parce que vous voyez que ce qui se passe entre 2010 et 2008, c'est d'abord ce qui se passe entre 2008 et 2009, puis entre 2009 et 2010. Ok? Ben, regardez, je peux le faire ici. Donc, je vais calculer le M de 10 par rapport à 8. J'oublie les 2000, d'accord? C'est inscrit là-haut, hein. M10, c'est là où j'ai inscrit. Entre 9 et 8, ça a baissé de moins 3%. Donc, le coefficient multiplicateur vaut combien? 0,97. Puisque c'est 1 moins 3%. Donc 1 moins 0,03. Donc ça va faire, ce que vous me disiez, c'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est négatif? Ben, quand c'est négatif, le calcul est toujours le même, sauf que le coefficient indicateur, il ne vaut pas 1, quelque chose. Il vaut 0,97. Moins 3%. Et puis après, ça reprend et ça augmente de 5,4%. Donc je vais multiplier ceci par 1,054. Et vous voyez que la hausse de 3%, la baisse de 3%, elle est gommée par la reprise après à 5,4%. Donc dans l'ensemble, combien ça fait ça? 0,97 plus par 1,054, ça doit faire, je vous laisse répondre, ça doit faire 1,02 combien? 28? 22, d'accord? Donc ça fait au total 2,2%. Donc vous voyez que moins 3%, auquel on ajoute 5,4%, ensuite, plus 5,4%, ça me donne plus 2,2%. On est OK? Vous êtes sûr que c'est 1,022? OK. Si vous le dites, je vous fais confiance. Bon, donc n'oubliez pas qu'on va faire la pause. Je vais aller chercher les colis, comme ça je vous les ramène après la pause, on se retrouve dans 8 minutes. Ok. Donc voilà. Évidemment, ce que j'avais déjà dit, mais je ne sais pas pourquoi je le redis. Il y a quelque chose qui est intéressant, quand même, c'est que quand quelque chose augmente de 5% et qu'il baisse ensuite de 5%, il ne revient pas à sa position initiale. Vous êtes d'accord? Voilà. Si vous faites donc une hausse de 5%, puis une baisse de 5%, ça revient simplement à appliquer un coefficient multiplicateur de 1,05%, 1,05, et après un coefficient multiplicateur de 0,95, parce que c'est négatif. D'accord? Si vous faites ce calcul-là, et ben vous voyez que 1,05 multiplié par 0,95, ça nous donne 0,9975. Donc ça nous fait une baisse
de moins 0,25%. Donc, une augmentation de 5% puis une baisse de 5%, ça me fait une baisse de moins 0,25. Alors attention, hein, c'est bien moins 0,25 parce que c'est 0,9975. Vous rappelez bien la manière de compter le nombre de zéros. Ça fait moins 0,25. C'est-à-dire que ça fait une légère baisse. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que le fait que ça hausse de 5%, puis que ça baisse de 5%, c'est exactement la même chose que le fait que ça baisse d'abord de 5% et que ça remonte ensuite de 5%. Il faut se méfier, mais l'ordre dans lequel on fait les choses ne change rien, d'accord? Donc si vous avez une hausse de 5% et une baisse de 5%, ou une baisse de 5% puis une hausse de 5%, ça donne la même chose. Donc ça ne sert à rien, par exemple, je ne sais pas, vous pourriez peut-être penser, question qui serait assez stupide, c'est vous négociez l'achat d'une voiture. Bon, acheter une voiture, ça serait cool. Vous négociez l'achat d'une voiture, et la question c'est de savoir si vous allez avoir la ristourne sur le prix hors taxe ou le prix toute taxe. Si elle est exprimée en pourcentage, ça ne change strictement rien, d'accord? Le fait de savoir si la ristourne est sur le prix hors taxe ou toute taxe. Que vous appliquiez d'abord les taxes, ensuite la ristourne, ou d'abord la ristourne, et ensuite les taxes, ça ne change strictement rien, d'accord? Donc c'est exactement ce que je dis là. L'importance du sens de la comparaison. On est bien d'accord que 5% suivi de moins 5%, ça ne nous donne pas 0, ça nous donne 0,9975, mais vous pouvez le faire dans les deux sens, et ça n'a strictement aucune importance. Ok. Bon, donc ça c'était les notions de coefficient multiplicateur et notions de taux de variation. Alors, pour ne pas avancer très vite, évidemment ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez qu'une mauvaise propriété d'un coefficient multiplicateur, c'est que un coefficient multiplicateur, il vaut 1,0305, par exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé de 1 à 1,0305. Ok? Ben, souvent, on aime bien se ramener à une base 100. À une base 100. On aime bien exprimer les choses dans une base qui est 100. Je vous rappelle que normalement, je ne tolère pas les retards après mon droiti. C'est uniquement parce que le vieillit devient de plus en plus tolérant. Il y a un moment, je sais bien. Donc, quand on passait de 1 à 1,305, c'est comme si on passait de 100 à 103,05. Et bien, ce qu'on appelle un indice, en fait, c'est un indice base 100, ici élémentaire, parce qu'il y aura des indices plus sophistiqués dans le chapitre d'après, c'est simplement exprimer le coefficient multiplicateur sous forme d'indice. Et ça change strictement rien à rien, d'accord? Donc ce qu'on va dire, c'est que l'indice 1, 0, c'est 100 fois le coefficient multiplicateur. Donc là où le coefficient multiplicateur vaut 1,0305, l'indice vaut 103,05. Ça veut dire qu'on est en base 100. Si la grandeur valait 100 l'année 0, elle vaut 103,05 l'année d'après. C'est ça, faire un indice base 100. L'intérêt d'un indice base 100, c'est que c'est plus facile de dire que quelque chose passe de 100 à 105 que de dire qu'il passe de 1 à 1,05. Je ne sais pas si c'est plus facile, mais évidemment, les gens, ça leur parle mieux. Ça évite peut-être justement la discussion qu'on avait tout à l'heure. Et en plus, vous voyez bien que, du coup, quand on utilise l'indice, le pourcentage il est directement présent, puisqu'on voit tout de suite que là, la variable a augmenté de 3,05%. Et là, 3,05, c'est exactement la différence entre l'indice et 100. Donc c'est pour ça qu'on aime bien utiliser les indices base 100. Ok? Et pas pour d'autres raisons. On aurait pu choisir base 10 000, ou base 44, je ne sais pas. Je vous rappelle que normalement, je ne tolère pas les retards après la pause. Donc vous allez vous asseoir très vite. Très vite.
D'accord? Donc c'est ça, calculer un indice. Donc, exemple, sur ce que j'ai fait précédemment, donc je cache le code board, je retourne sur mon Excel, ok? On nous dit, tiens, quel est l'indice du PIB de la population et du PIB par habitant, base 100 en 2008. Donc j'ai déjà préparé le tableau, d'accord? Donc base 100 en 2008, c'est comme si je me ramenais à la base 100, à la valeur 100 pour toutes les grandeurs en 2008. Donc évidemment, en 2008, tout se passe comme si toutes les grandeurs valaient 100. Ok? En fait, la formule, elle est là-haut. C'est quoi le 100 qui est là? Le 100,0 qui est là? Je vais entrer comme une formule. C'est 100 fois B35 divisé par B35 avec $1. Tout simplement. C'est quoi B35 et B35? C'est ce que je cherche au départ. Ils sont là. C'est ceci, c'est 100 fois B35, donc B35 c'est là, divisé par B35 avec $1. Évidemment, en mettant $B35 au dénominateur, je bloque sur la cellule qui est la base 100, puisque je calcule l'indice en base 100 2008. Donc pour toutes les valeurs, je regarde l'évolution en faisant un calcul en base 100 2008. Donc pour faire ce calcul, sur Excel, évidemment, je peux prendre cette formule 100 fois B35 divisé par B35, c'est-à-dire 100 fois le coefficient multiplicateur. Ok? Et cette formule-là, je peux la recopier partout en fait. Je peux la recopier partout. Si je la recopie partout, ok, tout est multiplié par 100, et à chaque fois, on compare bien la valeur en 2010 à la valeur en 2008, ligne par ligne. Et donc j'ai calculé ici, j'ai calculé ici l'ensemble des indices base 100 2008. Bien sûr, il faut bien préciser que c'est base 100 2008. Si le PIB valait 100 en 2008, il baisse d'abord de 3%, on l'avait vu, ensuite il augmente. Donc il passe de 97 à 102,2, d'accord? Et donc au total, vous voyez que ici, entre les deux, il a augmenté de 2,2%, puis il continue à augmenter, il passe à 105,4. Vous voyez que c'est un indice qui est cumulé, puisque c'est base 100, 2008, toujours la même année. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez regarder, bien sûr, si le PIB en valeur a plus augmenté que la population. Oui, puisque si la population valait 100 et le PIB valait 100 en 2008, d'accord, vous voyez que l'un de 105,4 et l'autre 101,6. Donc le PIB a plus augmenté que la population. Donc si le PIB a plus augmenté que la population, bien sûr, ça veut dire que le PIB par habitant lui-même a plus augmenté que la population. Le PIB par habitant lui-même a augmenté. Il a augmenté, il est passé à 103,7. Le PIB par habitant, c'est le PIB divisé par les habitants. Ouais, essayez d'ailleurs de documenter un peu davantage ça. Ok? Sur ce dessin-là, quand je dis le PIB, j'appelle ça Y. Les habitants, j'appelle ça N. C'est la population. Le PIB par habitant, j'appelle ça petit y. Des fois, on dit PIB par tête, per capita en latin. D'accord? Si je cherche par exemple, vous êtes d'accord avec moi que propriété intéressante, c'est que si je cherche le coefficient multiplicateur du PIB de petit y entre 1 et 0, le coefficient multiplicateur du PIB par tête entre 1 et 0, c'est égal à quoi? C'est aussi égal à y1 divisé par y0. D'accord? C'est le coefficient multiplicateur. Mais y1 c'est quoi? Y1 c'est y1 divisé par n1. Et y0 c'est y0 divisé par n0. Voilà, jusqu'alors, ça reste un niveau qui va. Et donc ça c'est égal à quoi? C'est aussi égal à y1 divisé par y0 multiplié par n0 divisé par n1. Autrement dit, c'est aussi égal à y1 divisé par y0 divisé par n1
par rapport à M0. Et donc, ce n'est rien d'autre que M1, 0, Y, divisé par M1, 0 de N. Le coefficient multiplicateur du PIB par habitant, entre 2 années, c'est le coefficient multiplicateur du PIB total, divisé par le coefficient multiplicateur des habitants, de la population. OK? Par définition de ce qu'est un PIB par habitant. Donc dans mon tableau, en fait, bien sûr, si le PIB a augmenté de 105, si la population a augmenté de 101, ben je peux tout de suite en déduire que le PIB par habitant, lui, il est passé de... si l'un est passé de 100 à 105 et l'autre de 100 à 101, ben l'autre, il est passé de près de 100 à 104. D'accord? C'est logique. Si le PIB a plus augmenté que le nombre d'habitants, évidemment, le PIB par habitant va augmenter. C'est exactement le sens de ce calcul. C'est peut-être un petit peu hors programme, mais c'est ce qu'on voulait faire, ce que je voulais faire. Ça, c'était juste une petite incidente, une petite remarque pour un peu enrichir le cours. Donc, vous voyez que l'intérêt de ce calcul, c'est effectivement de tout ramener à la base 100 2008. Évidemment, rien n'empêcherait de calculer le PIB, l'indice élémentaire, base 100 années précédentes. Ok? Si je calcule le PIB, base 100 années précédentes, qu'est-ce que je fais? Ben, simplement, ici, je dois rentrer dans cette formule, quoi. Je dois rentrer le PIB, et là, ce PIB-là, divisé par ça, multiplié par 100. C'est 35 divisé par 2,35 fois 100. Évidemment, toujours dans les fiches, dans les formules Excel, la multiplication est toujours prioritaire sur la division. Donc quand je fais C35 divisé par B35 fois 100, c'est bien, je pourrais toujours le mettre, je pourrais mettre une virgule ici, c'est bien d'abord C35 divisé par B35, le tout multiplié par 100. D'accord? C'est la même chose que ça. Je n'ai pas besoin de le mettre parce que je sais que c'est prioritaire. Si je le mets, c'est pas grave. Quand je fais ce calcul-là, j'ai bien calculé le coefficient multiplicateur entre 2009 et 2008. Si je rentre ces cellules, j'obtiens ce que je cherchais, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur, l'indice, année précédente. Et là, c'est marqué base 100, année précédente. Cette formule est recopiable. Est-ce que je peux la recopier pour obtenir, pour remplir tout tableau? Elle l'est. Pourquoi elle l'est? Parce que dans le calcul précédent, je voulais tout ramener à l'année 2008. Et donc je voulais que dans mon calcul, l'année 2008 ne bouge pas. Ici, c'est base 100 année précédente. Donc il faut que ma formule fasse évoluer d'année en année. Donc si je la recopie sans mettre de dollars, ça va me donner le résultat que je cherche. OK? Autre propriété magique, enfin, magique ou pas magique, c'est que quand vous regardez ce tableau, bon, il se trouve qu'en France, on a une unité de monnaie qui est l'euro. On mesure tout ça en milliards d'euros, ou en nombre de têtes, ou en, je ne sais pas quoi, disons en euros. Okay? En fait, calculer un indice, base 100, une année donnée, c'est juste faire un espèce de changement d'unité. Vous allez dire que l'unité, maintenant, c'est ce que vous produisiez ou la population que vous aviez en 2008, ou le PIB que vous aviez en 2008. Et quand on a fait ce calcul et qu'on a tout divisé par ce qui se passait en 2008, tout se passe comme si on avait fait une forme de changement d'unité. D'accord? Et c'est bien ça le principe du calcul. C'est qu'en fait, on pourrait appeler ça le PIB, on pourrait appeler ça les euros, des chevaux, des je ne sais quoi, on peut très bien appeler ça des bases 100 2008. Et si c'est des bases 100 2008, ça veut dire que ça valait 100 en 2008. Et qu'après, on mesure la même chose, toujours dans la même unité. Base 100 2008. Donc quand on a ce tableau, c'est comme si on avait la variable elle-même, mais sans aucune référence à sa taille. C'est 100, c'est pas ce que c'est. Ce que je veux dire, c'est que ce tableau qui est ici, il est complètement proportionnel au tableau qui était là-haut, proportionnel par colonne, dans le sens où on a tout normalisé à 100 en 2008. Donc, vous voyez ce tableau que j'ai mis en dessous?
Je l'ai calculé en allant chercher une formule qui était C35 divisé par B35 fois 100, c'est-à-dire ce qui était tout en haut là, d'accord? Je suis remonté aux données originales. Mais en fait, je peux évidemment le calculer à partir directement de ce tableau-là. À partir de ce tableau-là. Puisque ce qui se passe pour une variable d'une année sur l'autre, tout est exprimé en base 100 2008. Donc, le 97, c'est aussi 97 divisé par 100. Le 105,4 qui est là, c'est 102,2. C'est 102,2. C'est la différence, c'est la manière dont ça a augmenté entre 2009 et 2010. Donc, ce qui s'est passé, c'est 102,2 divisé par 97. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Quand on écrit une base 100, c'est comme si on faisait un changement d'unité, en fait. L'unité, elle ne veut rien dire en soi, 50 000 euros, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous pouvez dire c'est 100, on donne on peut dire 100, et c'est ça qui définit l'unité. Ce que je veux dire, c'est que je peux très bien calculer la même chose ici, en mettant dans cette formule-là, et ça sera parfaitement identique, non pas les données originelles, mais celles-ci, celles qui sont juste au-dessus. Ça, c'est bien sûr aussi l'indice année précédente. Et donc, quelle est la différence avec le calcul que j'ai fait précédemment? C'est que j'ai utilisé non pas les données originelles, mais celles qui ont été transformées en basant une année de référence, et la même année de référence. Ce que je fais, en fait, c'est ce qu'on appelle un changement de base. J'ai changé la base, là, j'ai pris la base 100 2008. Et je peux refaire tous mes calculs, et bien sûr, ça va me donner les mêmes résultats. Les évolutions relatives sont les mêmes. Donc, je peux prendre cette cellule, la compléter, et j'aurai les mêmes réponses à la question que j'ai posée, la bonne réponse. D'accord? Mais je l'aurai obtenue directement à partir de ce tableau-là. OK? Donc, quand j'écris quelque chose en base 100, c'est simplement un changement d'unité. Si c'est toujours la même année, ça veut dire que c'est toujours la même unité pour toutes les années qui viennent après. Évidemment, vous voyez que comme toutes les valeurs n'ont pas la même unité parce que la population, c'est transformer en base 100, c'est juste de faire ça. C'est juste renormaliser les données en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est renormaliser les données. Donc c'est ce que je dois dire à un moment, comme je pense que je dois dire ça. OK? Ah oui, non, avant de faire ça, ce que je dis, c'est que ce qu'on a fait, bien sûr, pour des données dans le temps, on peut faire exactement la même chose pour des données dans l'espace. On peut faire la même chose pour des données dans l'espace. Je ne sais pas y passer trop de temps. Ça, j'ai déjà fait. OK. Ah non, ouais, non, excusez-moi. Oui, ça, c'est là tout l'intérêt de relire son cours avant de venir en cours. Quand je relis mon cours avant de venir en cours, ça me permet de savoir ce que je dois lire après. Et quand je ne lis pas mon cours, c'est parce que j'avais quelque chose de très important à faire. Ce matin, il y avait le bilan, notamment il y avait ça. Ils ont présenté le bilan de Parcoursup. Cette année pour vous. Bilan des opérations. On a moins d'étudiants parisiens. La proportion d'étudiants qui vient à lycée parisien a baissé. La proportion d'étudiants qui vient de Créteil-Versailles a augmenté, de banlieue. Et la proportion d'étudiants qui viennent de l'étranger a un petit peu baissé. Pourquoi? L'année dernière, il y avait un zonage géographique dans Parcoursup. Donc, l'étudiant qui était de la Selle Saint-Cloud, vous connaissez la Selle Saint-Cloud? C'est dans le 78. C'est les beaux quartiers. Sa phase d'attribution, précédemment, c'était Nanterre, en 92. Donc, jusqu'à l'année dernière, et bien, quelque part, l'algorithme le poussait à aller à Nanterre. En gros, s'il rentrait dans l'algorithme parisien, il perdait des places à cause de sa localisation géographique. Depuis cette année, c'est totalement décloisonné. Donc, que vous aviez un lycée au pied des tours de Toliac, au lycée de la Selle Saint-Cloud, votre dossier sera regardé de la même manière, sera pondéré de la même manière. Bilan des opérations, on a moins d'étudiants parisiens,
Et on a un peu plus d'étudiants qui viennent de banlieue, d'accord, pour cette raison-là. Auparavant, l'étudiant à la Saint-Cloud, soit il allait à Nanterre, ou peut-être à Versailles, il n'y a pas exactement des villes de banlieue, mais il allait assez peu à Paris. Et il se trouve que l'année dernière, les étudiants étrangers, notamment ceux qui ont fait des bacs français à l'étranger, il y en a ici qui ont fait un bac français à l'étranger. Donc, c'est pas très très nombreux. L'année dernière, il y en avait beaucoup plus. Parce que les bacs français à l'étranger, l'année dernière, ils étaient considérés comme des Parisiens. Ils le sont toujours. Ils le sont toujours. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de zonage, en fait. Et donc, du coup, il y a un petit peu moins aussi d'étudiants de bac français à l'étranger. Il y a à peu près, d'après les statistiques, je ne sais pas si c'est vrai, là je parle que des néo-entrants, globalement, il y a la moitié des étudiants qui ont une mention bien ou très bien, à peu près, peut-être un peu moins. C'est cet ordre-là. Bon. Donc vous avez toute une raison de réussir à l'université. C'est à vous de travailler, de faire avec ce qu'on vous donne. Voilà. Donc ce matin, je faisais ça, je ne regardais pas mes transparents. Je reprends mes transparents. Donc, l'indice basant en 2008 du PIB IDF 2011, c'est quoi? D'accord? C'est noté comme ça, c'est I 2011-2008, c'est 100 fois le PIB en 2011 divisé par le PIB en 2008. Donc c'est 100 fois 105,4 divisé par 100. Évidemment, vous allez trouver 105,4. Mais j'ai fait exprès de la provocation pour écrire que c'était 105,4 divisé par 100. Bien sûr, c'est ça, mais c'est aussi 100 fois la valeur du PIB en 2008 et la valeur du PIB en 2011. Le problème, c'est que comme je ne l'ai pas sous les yeux, je ne connais pas cette valeur. Mais je peux essayer de regarder précédemment et de m'en souvenir. C'était combien ce PIB? C'était quoi 2008 par rapport à 2011? 607,4 divisé par 500. C'est 607, c'est 100 fois 607,4 divisé par 567 milliards de bananes, on ne le plus. 567 quelque chose. D'accord? Et ça me donne bien 105,4. Et bien sûr, c'est aussi 105,4 divisé par 100, de la même manière, par définition. Ok? Donc le taux de variation du PIB entre 2008 et 2011, il est combien? Eh bien, il est de 105,4 moins 100 divisé par 100. C'est passé de 100 à 105,4. En combien d'années? Une variation, deux variations, trois variations, quatre variations. D'accord? On est bien, ça fait 4 variations en fait. Donc ça a augmenté de 5,4% en 4 années. Ce sont 4 variations. Et je mets les variations cumulées sur 3 ans. Alors pourquoi je dis sur 3 ans et alors que je viens de dire sur 4 ans? C'est quelque chose qui ne va pas. C'est 2008 par rapport à 2011. Donc il y a bien un passage de... Oui, c'est sur 3 ans, mais il y a 4 variations. Parce qu'un PIB, ça se mesure du 1er janvier au 31 décembre. Donc en fait, quand on va dire la variation cumulée, elle est sur 3 ans, parce que c'est de 2008 à 2011, il n'y a que 3 années qui se passent. Mais en fait, il y a 4 années, je veux dire sur 4 ans. Il y a bien 4 variations. Ok? 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. Ah ben non, il n'y en a que 3. C'est pour ça que c'est sur 3 ans. Non, mais ça c'est normal, c'est le... C'est au bout d'une heure et demie de cours, je commence un peu à divaguer. Bon. Ok. Tout ça, coefficient indicateur, taux de variation et indice élémentaire peuvent être aussi utilisés pour comparer les PIB dans l'espace. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus d'ordre naturel. Un exemple, je ne développais pas tout, je vais aller assez vite là-dessus. Voilà, on nous donne un tableau dans lequel ce qu'on nous donne, c'est des PIB régionaux par habitant en 2011, par tête, par habitant, ouais. Donc c'est en milliers d'euros, d'accord? Donc en 2011, vous voyez que vous avez toute la région de France, la plus productive, c'est l'Île-de-France, 51 000 euros. La moins productive, c'est soit le Limousin, soit la Corse.
de solution. La Corse, 25 000. La Basse-Normandie, 23 000. Le Limousin, il est où? Le Limousin, 23,2. C'est donc le Limousin qui est le moins productif. Donc, d'un côté, le travailleur francilien ou la tête francilienne produit 51 000. Là où la tête du Limousin produit que 23 000. Donc, bien sûr que je peux très bien exprimer de la même manière, je peux très bien mettre un coefficient multiplicateur du Limousin par rapport à l'Île-de-France. D'accord? Donc ce coefficient, c'est quoi? C'est 23,2 divisé par 51,1. Ça fait combien ça? C'est le coefficient multiplicateur du Limousin par rapport à l'Île-de-France. C'est si l'Île-de-France produit 1, au Limousin on produit combien? Ça fait combien ça? Ça fait 0,45. D'accord? On peut dire, du coup, que en variation, le Limousin produit combien de pourcents en moins que l'Île-de-France? Moins 55%. Il faut se méfier, hein, d'accord? Ok? Là où le Limousin vaut 0,45, l'Île-de-France vaut 1, d'accord? Et la différence qui est entre les deux, c'est bien moins 55%. Ok? Vous pouvez aussi dire que l'indice du Limousin par rapport à l'Île-de-France, bassin Île-de-France, d'accord, c'est 45. D'accord? Donc là où un francilien, une tête francilienne produit 100, une tête limousine produit 45. Donc le calcul tel que je l'ai fait, évidemment, on peut toujours le faire à la fois dans le temps et dans l'espace. Vous voyez bien sûr que ce n'est pas anodin. J'aurais très bien pu faire les choses en sens inverse et dire, mais non, en fait, moi, la région de référence, celle à laquelle je dois tout comparer, c'est le Limousin. D'accord? Dans ce cas-là, je fais le calcul en sens inverse. Qu'est-ce que je dis? Je dis, bah, en Ile-de-France, on produit 51,1, alors qu'au Limousin, il produit 23,2. C'est quoi, combien le coefficient multiplicateur? 2,20. Comme ça? Comme ça? 2,20. Ok? Donc, vous voyez que j'ai inversé les choses. J'ai écrit exactement l'inverse. Dans ce cas-là, vous allez dire que en Ile-de-France, on produit combien de plus que dans le Limousin? C'est bien 2,20, vous avez bien calculé, non? Bien sûr? Ok? C'est combien le taux de croissance entre l'Île-de-France et le Limousin? Combien vous produisez en plus en Île-de-France par rapport à Limousin, sachant que le coefficient multiplicateur ici est 2,20? 120%, pas 220%, d'accord? Parce que c'est tout le temps moins 1. Mais vous voyez, ça c'est une erreur assez commune. Ok? Quand vous avez une baisse de 100%, ça veut dire que vous n'avez plus rien. Et quand vous avez une hausse de 100%, c'est simplement multiplié par 2. Ok? C'est la symétrie entre la hausse et la baisse. Donc effectivement, là c'est 220, donc vos résultats c'est plus 120%. D'accord? Et puis, vous pouvez faire I de Île-de-France par rapport à Limousin en sens inverse, et vous trouvez que c'est une base de 120. Ok? Donc, tout ce qu'on a fait sur des variations dans le temps, on peut aussi le faire dans l'espace. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi aujourd'hui de prendre le Limousin et l'Île-de-France. La base que je prends n'est pas anodine. En fait, ici, vous voyez que j'ai la France de province et la France métropolitaine. Peut-être que la base que je devrais prendre, c'est la France métropolitaine, c'est 31. 31, c'est la moyenne de toutes les régions. Donc c'est peut-être plus intelligent de dire, au Limousin, ils produisent tant de pourcents de moins que la moyenne, que le français moyen, et en Ile-de-France, ils produisent tant de pourcents en plus que le français moyen, d'accord? Plutôt que de prendre Ile-de-France comme étant la référence, c'est un peu comme si vous preniez le Qatar pour comparer le niveau de vie de tous les pays du monde. Sauf que le Qatar, c'est pas l'Île-de-France. C'est beaucoup plus petit. Et ça pèse beaucoup moins. C'est pas non plus totalement stupide de prendre l'Île-de-France comme référence. Par contre, prendre le Limousin comme référence, c'est un peu bizarre. C'est la question du choix de la base. Ok? Donc là-dessus, je ne vais peut-être pas, voilà, je vais peut-être pas en dire plus parce qu'il y a des moments où il faut qu'on avance. Vous pouvez peut-être regarder, vous voyez, justement, je propose différents modes de calcul. Vous allez dans le fichier Excel aussi, d'accord?
base 100 métropole, base 100 Île-de-France, base 100 province. Ok? Et prendre base 100 métropole, bah, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Regardez, si je prends base 100 métropole, c'est-à-dire qu'en métropole, on produit 31 milliers, donc c'est 100. En Île-de-France, on produit 165. Et dans le Limousin, on ne produit que 74,7. D'accord? Donc dans un, on produit 65% de plus, et dans l'autre, on produit moins 24,5% de moins. Ok? Je vais avancer. La propriété intéressante des indices et des coefficients multiplicateurs, c'est que vous l'avez compris, en fait, c'est qu'ils sont transitifs ou transférables, ou cumulables, ce qui revient exactement la même chose. J'ai déjà dit, imaginez que vous compariez ce qui se passe, cherchez à savoir ce qui se passe entre l'année 0 et l'année 2. Ou 0, 1, 2, ça peut être aussi des régions, d'accord, dans le temps et dans l'espace. Il se trouve que, vous êtes d'accord qu'on a vu cette propriété extraordinaire, qui était que M2, 0, c'est égal à M1, 0, multiplié par M2, 1. Les coefficients multiplicateurs se multiplient. Donc, si les coefficients multiplicateurs se multiplient, les indices eux-mêmes se multiplient, et quand on les multiplie, bah, il y a tous les 100 qui nous ennuient, puisque un indice, c'est justement un multiplicateur multiplié par 100. Donc, il se trouve que, évidemment, si cette formule-là est vraie, ça veut dire que I de 0 divisé par 100, c'est aussi égal à I1, 0 divisé par 100, multiplié par I de 1 divisé par 100. Puisqu'un indice, c'est juste un coefficient multiplicateur, c'est juste un coefficient multiplicateur multiplié par 100. Donc un coefficient multiplicateur, c'est juste un indice divisé par 100. On va. Et donc, si vous simplifiez cette formule, vous voyez bien que vous obtenez ça. Vous pouvez cumuler les indices comme vous pouvez cumuler les coefficients multiplicateurs. Prioriser, évidemment, une conséquence de ça, c'est que vous avez ce résultat-là qui est également vrai. Exemple, je vais là, je vais là, ok, c'est en principe assez simple aussi, on peut l'écrire sous forme d'un coefficient multiplicateur. Imaginez que vous êtes dans le temps. Vous avez 3 périodes. Trois dates. 3 dates, c'est-à-dire que 2 périodes. D'accord? C'est toujours le même problème. D'accord? Vous avez, ça c'est le 1er janvier de l'année 0. Ça c'est l'année 0. Là, vous avez l'année 1. Et là, vous avez l'année 2. Et puis, vous avez... ouais. On est d'accord que quand vous cherchez à savoir ce qui se passe de 0 à 2, vous pouvez regarder ce qui se passe de 0 à 2 en regardant ce qui se passe d'abord de 0 à 1 et puis de 1 à 2. On est d'accord? C'est exactement ce que j'ai écrit là. M de 0, c'est M1, 0 multiplié par M de 1. Donc évidemment, si cette formule est vraie, vous savez aussi que ce qui se passe entre 1 et 2, d'accord, c'est exactement la division qu'il y a entre 2 et 0 et 1 et 0. Ce que je veux dire, c'est que si M2, 0 est égal à M1, 0 multiplié par M de 1, d'accord, alors je sais que M de 1 n'est rien d'autre que M2, 0 divisé par M1, 0. Faire ça, sur les indices, c'est ce qu'on appelle faire un changement de base. Quand vous le faites sur les indices, évidemment, quand vous divisez deux indices, vous allez obtenir deux chiffres qui sont de l'ordre de 100, que vous divisez par 100, vous allez trouver quelque chose qu'il faut redoubler par 100 pour obtenir un indice. Et c'est exactement la transcription de ce résultat. Faire ça, c'est faire un changement de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez qu'à droite, ici, les deux indices sont exprimés en base 100, année 0. D'accord? Donc la base 100, ici, elle est année 0 sur la droite. À gauche, vous obtenez un indice qui est obtenu en base 100, année 1. Et donc,
en divisant toutes les variables, je suis passé d'une base 100 année 0 à une base 100 année 1. Et j'ai divisé par quoi? J'ai divisé simplement l'indice base 100. J'ai divisé par l'indice base 100 de 1 année 0. L'indice de 1 base 100 année 0. C'est comme ça que j'ai fait les choses. Regardons ici, appliquons cet indice-là. On nous demande de calculer, on avait déjà fait ça, hein, d'accord? Ça, c'est les indices du PIB base 100 en 2008. On avait déjà vu ce résultat-là, d'accord? On nous demande de calculer l'indice base 100 de 2010 en 2009. Ok? C'est ça la question qu'on nous pose. Et on nous donne les indices base 100 année 2008. Et ce qu'on veut, c'est calculer l'indice 2010 en base 100 année 2009. Comment vous allez faire? Vous allez prendre 102,2 ici, et vous allez le diviser par quoi? Vous allez le diviser par l'année 2009, par 97. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est facile à comprendre. C'est que écrire des indices, c'est comme réécrire en changeant d'unité. Donc, si vous regardez cette ligne-là, c'est exactement le PIB, mais qui est exprimé en unité commune, qui est la base 100 2008. Donc maintenant, si vous voulez réexprimer en une nouvelle unité, qui est la base 100 2009, il vous suffit simplement de prendre la base 100 2008, celle-là, et le diviser par la base 100 de 2009, l'indice de 2009, base 100 2008. D'accord? C'est juste faire un changement d'unité. Ok? Donc, ce que je dis juste, c'est que si on veut calculer ici, alors j'enlève ça parce que là, du coup, bon, bah, ça on va l'enlever parce que sinon ça va faire le bazar sur mon truc, vous ne allez rien comprendre. Oh là, c'est pas génial mon dommage. Je sens qu'il va rester des trucs pas très propres. C'est toujours plus propre qu'un tableau. Hein. C'est quoi ce que je veux calculer? C'est l'indice 2010 base 100 2009. Ben, ce que je vais faire pour calculer, il suffit juste que je prenne la valeur de l'indice base 100 en 2008, la valeur du PIB en 2010 base 100 2008, 102,2, que je divise, je veux le rapporter non plus cette fois à l'indice en 2008, mais à l'indice en 2009. Je vais le diviser par 97 et je vais le multiplier par 100. Et j'obtiens combien? 105,4? 100 combien? 105,6? Ok. 105,36. Je viens de faire un changement de base. Donc pour faire un changement de base, j'ai juste, en général, cette première phrase ne pose pas trop de problème. Et maintenant, si je veux tout exprimer dans une nouvelle base qui est l'année 1, il suffit que je divise toutes les valeurs de la base 100 année 0 par la valeur de l'indice en 1, base 100 année 0. J'ai simplement fait un changement d'unité. Donc je vais tout réexprimer en changeant de base. Donc regardez, un petit coup sur Excel. Alors, petit coup sur Excel. Ok, on avait terminé là. Sur ce tableau-là, on me dit, ceci c'est l'indice du PIB de la population du PIB par habitant, base 100 2008. Et là, quelqu'un vous dit, mais non, moi ce que je veux, c'est que je prends ce tableau-là, je veux plus que ce soit base 100 2008, mais je veux que ce soit base 100 2009. Vous voulez base 100 2009 ou base 100 2010? D'accord? Ce que je veux faire, c'est un changement de base. Comment je peux faire pour faire ce changement de base? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire ce changement de base? Eh bien, il faut que je prenne, ici c'est la base 100 2010, elle est là, d'accord? Ça c'est la base 100 2010, elle est là. Il faut que je prenne toutes les autres valeurs et que je les divise par cette valeur-là. D'accord? Donc, pour faire ce calcul, alors évidemment, le problème que j'ai, c'est que si je veux faire ce calcul,
je ne veux pas le faire au même endroit. Je ne peux pas le faire au même endroit. Oui, ça c'est toujours le problème d'improviser quelque chose. Quand vous improvisez quelque chose, boum, c'est pas exactement comme vous voudriez que ce soit. C'est pas grave. Si je peux copier. Je peux copier d'en bas. Vous savez, quand on copie un tableau Excel, si je le copie directement comme ça, il me copie des formules. D'accord? Vous voyez, là, il me copie des formules, c'est pour ça qu'il y a des divisions par zéro et qu'on voit ce que je fais. Ce que je peux faire, c'est que quand je le copie, je peux mettre 1, 2, 3, et là, ce qu'il me copie, c'est les résultats. Donc, typiquement, si je mets ici 1, 2, 3, d'accord, il va me copier les résultats. Ok? Alors, ce que j'ai dit, c'est que je veux, à partir de ce tableau, faire un changement de base. Calculer, ça c'était le base 100 2008, et je veux calculer le base 100 2010. D'accord? Donc, comment on va faire? Eh bien, simplement, il faut que dans ce calcul-là, je prenne la base 100 2010. Alors, je recopie encore le tableau pour pouvoir le faire. Ici, en dessous. OK. Et donc, ce que je veux, c'est que celui-là, il soit en base 100 2010. D'accord? Comment je fais? C'est quoi la base 100 2010? Eh bien, je vais prendre ce qui est au-dessus ici, et là, je vais faire un changement de base. C'est-à-dire que je vais dire que la valeur en base 100 2008, de 2008 en base 100 2010, c'est l'indice en 2008 divisé par la valeur en 2010, puisque c'est bien ça. Je fais un changement de base. Donc ce que je veux ici, c'est que tout ceci soit à 100, et que tout le reste soit divisé par tout cela. C'est ça faire un changement de base. Donc, cette colonne, cette case-là, ça doit simplement être ça. Divisé par ceci, multiplié par 100, bien sûr. D'accord? Évidemment, vous voyez que si ça valait 100 en 2010, ça vaut 97. Ça valait encore moins, ça valait 97,81 en 2008. OK? Qu'est-ce que je dois ajouter si je veux recopier cette cellule? Je dois mettre un dollar quelque part. Si je veux tout réexprimer en base 100 2010, je veux que tout soit réexprimé en unité qui correspond à l'année 2010. Donc il faut que je coince. Il faut que je mette un dollar avant le D du dénominateur, bien sûr, pour bloquer la colonne. OK? Ce que je fais, si je mets un dollar avant le D, je le mets au dénominateur, puisque précisément c'est la nouvelle base dans laquelle je veux l'exprimer. Donc c'est bien au dénominateur. Je le fais, j'obtiens la même chose, bien sûr. Cette formule, je peux la copier. Et quand je la copie, je fais mon changement de base. Là où tout valait 100 en 2008, maintenant, tout vaut 100 en 2010. Comment je fais ce calcul? Là, j'ai simplement pris chacune de ces cases et je les ai divisées par la valeur en 2010, sans jamais rien changer. D'accord? Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un changement de base. Donc, faire un changement de base, c'est changer les indices. Je peux très bien faire un changement de base en 2011. D'accord? Je ne suis pas obligé de prendre la base 100 la première année. Je peux prendre la base 100 en 2010. Donc, bien sûr, avant, s'il y a eu la croissance, ça vaut moins de 100. OK? Pour exprimer plus probablement les résultats, et je peux revenir à l'accueil et puis réduire un peu le nombre de trucs significatifs pour que ce soit plus propre. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle faire un changement de base. Je n'ai pas terminé.
il reste encore 5 minutes. Donc, appliquer un changement de base, ça revient en fait à tout renormaliser par, ici, la valeur en 2009. Ici, c'est un changement de base en 2009. Donc, je vais utiliser 2009 pour tout renormaliser. Donc, ça veut dire aussi que je suis capable, on peut aussi cumuler les indices, et on peut les reconstituer. Regardez, bien sûr, on a toujours cette formule-là. Quand vous allez de 2 à 0, c'est comme si vous aviez de 1 à 0, puis de 2 à 1, plutôt de 0 à 1, puis de 1 à 2. D'accord? Donc, on nous donne ici l'indice, toujours en passant 2008, et on nous demande quel est le taux de variation du PIB par tête entre 2009 et 2011. Vraiment, vous n'avez pas pris trop de notes. Hein. Bon, d'accord. Donc on dit ça, et on dit quel est le taux de variation du PIB par tête entre 2009 et 2011. Donc pour trouver ça, il faut simplement trouver l'indice entre 11 et 9. D'accord? Puisque vous êtes OK avec moi que le taux de variation du PIB par tête entre 2009 et 2011, ce que je note V11,09, d'accord, ça sera l'indice 11 par rapport à 0,9 moins 100. OK? Donc ce que j'ai trouvé, c'est juste l'indice 11 par rapport à 0,9. Donc c'est ça, je trouvais ça par rapport à ça. Donc, comment je peux le trouver? C'est sur le PIB par habitant, hein, PIB par tête. Et là, je peux très bien prendre ici, je peux appliquer cette formule, je peux simplement appliquer cette formule. Ce qui s'est passé entre 2011 et 2009, de ce point de vue-là, d'accord, bah, c'est ce qui s'est passé entre 2008 et 2011, divisé par ce qui s'est passé entre 2009 et 2008. Autrement dit, ce que je cherche, I11,09, d'accord, c'est égal à quoi? C'est égal à la division de 103,7 divisé par combien? Par 87,5, puisque je veux précisément le ramener à la valeur de 2009. Évidemment, il faut que je multiplie le tout par 100. Si je fais le calcul, si tout marche bien, vous allez trouver 107,5. Donc j'ai juste appliqué cette formule-là, I11,09, c'est égal à I11,08 divisé par I09 divisé par 0,8 multiplié par 100. OK? Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai tout exprimé dans la même année, je peux tout retrouver, parce que avoir l'indice, c'est comme avoir la variable, sans connaître sa taille, mais en connaissant son évolution. Donc, pour calculer le taux de croissance entre ces deux datas, j'ai simplement pris la valeur terminale, divisée par la valeur initiale, multipliée par 100, j'en ai déduit le 11,09, et donc, bien sûr, j'en déduis que ça a augmenté de 7,5%. D'accord? Bon, on peut en faire beaucoup, hein, des choses comme ça, d'accord? Il y a un moment où on en fera un petit peu en DE. Donc, n'oubliez pas pour la DE, de travailler, n'oubliez pas de travailler les 3 premiers exercices de la DE, donc pour la fin de semaine, si vous n'avez pas encore eu DE. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine et peut-être en DE, ça. Voilà. C'est qui le cours en DE là? C'est quoi votre question? C'est qui en DE là? Ah oui, parce que je sais pas comment ça va.